L'attaque du train d'énergie russe. Le 14 septembre 2025, à 9h50 du matin, 450 drones ukrainiens ont attaqué un train d'énergie russe chargé de 12 millions de litres de carburant d'aviation et d'oxygène liquide. En quelques minutes, les défenses russes se sont mises en alerte. Les Pantsir S-1 tiraient des milliers de projectiles, tandis que les Tor M2 lançaient intercepteur après intercepteur. Mais ils ne pouvaient pas tout arrêter. Des dizaines de drones parvinrent à franchir les défenses et frappèrent directement les wagons-citernes. L'explosion projeta une boule de feu de 400 mètres de haut, déraillant le train et embrasant les dépôts voisins. Des centaines de soldats russes furent piégés dans l'enfer des flammes. Moscou réagit immédiatement. Des dizaines de roquettes Smerch et de missiles Iskander furent lancés vers Sloviansk, visant à détruire les sites de lancement ukrainiens. Les civils craignaient l'anéantissement. Mais l'Ukraine était prête. Les Patriot PAC-3 et les NASAM ripostèrent, interceptant les missiles dans le ciel nocturne, tandis que les HIMARS répondaient par un feu éclatant. Ce qui avait commencé par l'attaque d'un simple train d'énergie devint un duel de représailles. Un duel qui aurait pu laisser l'Ukraine blessée par sa propre audace. À 9h45, heure locale, au-dessus de Luhansk, l'est de l'Ukraine, le ciel du matin s'était figé dans un silence incroyable. En contrebas, un gigantesque train russe s'étendait sur près d'une demi-journée de trajet. Ces 40 wagons-citernes transportaient plus de 12 millions de litres de diesel et de carburant aéronautique. Pour Moscou, ce train représentait la source de vie de ses forces d'artillerie dans le Donbass. Pour Kiev, il n'était qu'une poudrière en attente d'explosion. Des centaines de soldats russes gardaient le convoi, armés de fusils et de mitrailleuses lourdes. Les systèmes Pantsir, S-1 et Tor M2 étaient en alerte. Les opérateurs radars scrutaient le ciel, persuadés que rien. Confiants que rien ne pouvait pénétrer dans leur éclat, les Russes se sentaient intouchables. Mais à leur insu, les planificateurs ukrainiens avaient observé pendant 72 heures, cartographiant chaque rotation de garde, chaque schéma énergétique et chaque zone vulnérable. Pour l'Ukraine, ce n'était pas seulement une opportunité, c'était une nécessité. Chaque jour, l'artillerie russe déversait plus de 2000 tonnes de blindés, soutenus uniquement par des convois comme celui-ci. En détruisant un seul train, il devenait possible de réduire au silence des dizaines de batteries pendant des semaines, altérant ainsi le rythme de la guerre. Lorsque les préparatifs furent achevés, le commandant suprême de l'Ukraine s'adressa à son équipe. Le général Oleksandr Syrski parla avec une conviction silencieuse. La Russie croit que sa puissance réside dans ses stocks et ses chiffres. Ce soir, nous leur montrerons que la quantité sans protection n'est rien d'autre qu'une cible. Ces mots flottèrent dans l'air, portés par des hommes qui savaient ce qui allait se dérouler. Cachés dans l'ombre, 450 drones se préparèrent pour le lancement. Moteurs réglés, armes prêtes et trajectoires déjà tracées vers leur destin. L'illusion de l'invulnérabilité russe était à quelques secondes de s'effondrer. Pensez-vous que 450 drones sont suffisants pour dérailler un train de combustible russe gardé par des défenses d'élite? À 9h50, le silence qui enveloppait Luhansk fut brisé. Depuis des rampes de lancement cachées près de Kharkiv et Sloviansk, les opérateurs ukrainiens déclenchèrent la tempête. 450 drones s'élancèrent presque simultanément. Leur espace aérien combiné couvrait plus de 7 km², une nuée mécanique pesant plus de 80 tonnes au total. Pour les soldats russes qui observaient depuis le sol, il sembla que l'air lui-même s'était retourné contre eux. Les consoles radars russes explosèrent d'alarme. Les Pantsir S-1 furent les premiers à réagir. Leurs canons de 30 mm crachèrent ensemble plus de 2500 obus par minute. En moins de 4 minutes, plus de 20 000 projectiles avaient déjà embrasé le ciel. Les missiles suivirent, chaque lancement coûtant 120 000 $, alors que beaucoup de drones ukrainiens ne coûtaient qu'environ 2 000 $ pièce. Économiquement, c'était de la folie pour Moscou. Tactiquement, c'était un cauchemar. La première vague d'interception fut brutale. Environ 150 drones furent déchirés dans les airs, leurs débris tombant sur le périmètre, mais il restait toujours 300 drones, plus que suffisants pour accomplir la mission.
Même si les défenses russes avaient touché toutes leurs cibles, trop d'UAV restaient pour saturer les cycles de recharge. Les batteries TOR M2-R sans relâche, mais ne pouvaient suivre que 48 objectifs à la fois, alors que les SEM présentaient 6 fois ce nombre. À 9h55, la gare sombra dans le chaos. Les véhicules de guerre électronique russes brouillèrent les signaux au maximum de leur capacité, mais l'Ukraine avait programmé son SM sur 9 bandes différentes, y compris les canaux Wi-Fi et GPS civils. Pour chaque drone perdu à cause de l'interférence, 2 autres continuaient leur trajectoire. Puis l'inévitable se produisit. À 9h57, 27 drones frappèrent presque simultanément la gare énergétique. L'impact consuma 6 wagons-citernes en moins de 3 secondes, projetant un brasier de près de 400 mètres de haut et générant une chaleur supérieure à 1300 degrés Fahrenheit. Le souffle brisa plus de 200 fenêtres dans les quartiers voisins de Luhansk. La gare, avec ses 2500 tonnes de carburant et d'énergie, se disloqua comme un jouet d'enfant. En quelques minutes, les dépôts explosèrent. Chaque réservoir contenait 400 000 litres de diesel. Et lorsqu'ils cédèrent, la gare devint un enfer dévorant près de 12 millions de litres de carburant. Les troupes russes furent anéanties, certaines incinérées, d'autres déchiquetées par les explosions. À 9h59, ce qui avait commencé comme une défense confiante s'était transformé en une panique totale. Les défenses aériennes de Moscou avaient gaspillé plus de 40 millions de dollars en munitions et avaient échoué. Le ciel au-dessus de Luhansk brûlait rouge, non pas comme signe de victoire, mais comme le prix catastrophique de l'ubris russe. Si vous avez apprécié ces rapports détaillés, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Cela nous aide à continuer de vous apporter des analyses de terrain. À 10h15, la réponse de Moscou arriva comme un enfer de feu. Depuis les rampes de lancement à Rovanki et Debaltsev, les troupes russes déclenchèrent une contre-attaque. 48 BM, 30 Smerch, 12 Iskander-M balistiques et plus de 200 grades dans un seul tir coordonné. Leur objectif était clair. Sloviansk, le hub de lancement présumé du swarm ukrainien. Le ciel s'embrasa quand les missiles russes hurlèrent vers l'ouest à Mach 5, chacun transportant des ogives pesant entre 500 et 700 livres. En quelques secondes, les opérateurs radars ukrainiens détectèrent 260 trajectoires entrantes. Si même la moitié avait atteint sa cible, des villes entières auraient pu être rasées. Mais l'Ukraine était prête. Les batteries PAK, 3 patriotes protégeant Sloviansk, étaient déjà en alerte. Leurs radars phasés pouvaient suivre jusqu'à 100 objectifs simultanément. À 10h18, les premiers intercepteurs furent lancés, montant à Mach 4,5 pour affronter la menace. Les lanceurs NASAM rejoignirent la défense quelques secondes plus tard en tirant des AMRAAM 120, chacun coûtant 180 000 $. Des tirs coûteux, mais sans prix comparé à la survie d'une ville. L'affrontement fut apocalyptique. En moins de 4 minutes, les défenseurs ukrainiens tirèrent 82 missiles patriotes et 64 intercepteurs NASAM, créant un mur de feu au-dessus de la ville. Les explosions secouèrent le ciel alors que les ogives russes étaient interceptées et des débris enflammés retombèrent dans les champs et les rues désertes. Environ 70% du barrage russe fut neutralisé, mais un missile parvint à passer. À 10h20, une roquette Smerch traversa la défense et frappa une zone urbaine, détruisant des fenêtres et blessant des dizaines d'habitants. Les pertes ukrainiennes furent bien moindres que l'ampleur de l'attaque laissait craindre, mais les dégâts restaient indéniables. Ensuite, le véritable coup de massue arriva, point des positions cachées. Les systèmes IMAR M142 ont explosé, tirant 24 roquettes guidées vers les positions d'artillerie de Rovensky. En quelques minutes, les sites de lancement russes qui venaient de tirer ont été engloutis dans des explosions secondaires lorsque leurs propres stocks d'armes ont éclaté. Les drones circulant au-delà ont confirmé les frappes, transmettant des images de convois en flammes et de radars détruits. À 10h25, la riposte de Moscou a échoué. La défense multicouche de l'Ukraine a absorbé l'essentiel des dégâts, ne subissant que des pertes limitées, tandis que les batteries de lancement russes étaient neutralisées. Ce que la Russie avait conçu comme une vengeance n'a fait que sous-estimer la résilience de l'Ukraine et a mis en scène sa propre réponse dévastatrice. La bataille était loin d'être terminée. Restez avec nous, car la riposte ukrainienne allait déclencher l'une des nuits les plus dévastatrices de cette guerre.
À 10h40, après la riposte massive, l'Ukraine lança sa contre-offensive. L'ordre était simple, frapper Alchevsk, la ville-forteresse où la Russie avait stocké des armes pendant des mois, enfouies dans des champs et des usines abandonnées. Les opérateurs ukrainiens déployèrent 200 drones, cette fois équipés de charges de fragmentation conçues pour infliger un maximum de dégâts aux réservoirs de carburant et aux dépôts de munitions. Presque simultanément, 4 lanceurs Vilkm élevèrent leurs tubes. Chaque missile, pesant 1760 livres avec une ogive de guerre de 370 livres, contenait assez de puissance pour raser des bâtiments. À 10h44, les premiers missiles s'élancèrent vers le ciel à Mach 3,5, leur traînée embrasant l'horizon. Les drones fournirent des coordonnées en direct, ajustant les trajectoires en temps réel via les liaisons Starlink. Les défenses russes à Alchevsk s'effondrèrent. 2 systèmes Pantsir-S furent incendiés. Leurs canons crachaient plus de 5000 obus par minute, tirant 57 intercepteurs 57-6, mais l'assaut ukrainien était organisé en vagues, avec des leurs volant bas pour attirer le feu, tandis que d'autres drones frappaient à hauteur de bâtiments. En 5 minutes, plus de 70 intercepteurs russes furent consommés contre des drones à 3000 $ pièce. Puis les véritables projectiles pénétrèrent. À 10h49, les premiers missiles Vilkm franchirent les défenses russes, frappant un bâtiment rempli de roquettes BM, 21 grades. L'explosion souffla l'édifice, projetant des débris à des dizaines de mètres. 30 secondes plus tard, un second missile détonna dans un dépôt d'obus de 152 mm, produisant une déflagration équivalente à 15 tonnes de TNT. L'onde de choc brisa des fenêtres jusqu'à 15 km. Le bâtiment s'écroula. Plus de 50 drones s'écrasèrent sur des véhicules et des dépôts de munitions, déclenchant une série d'explosions secondaires. Des boules de feu atteignirent 1600 degrés Fahrenheit, transformant le site en enfer. Les soldats russes furent saisis de panique. Certains abandonnèrent leurs véhicules blindés, d'autres cherchèrent refuge dans des bâtiments en flammes. À 10h55, Alchevsk ressemblait à un paysage apocalyptique. Les flammes dévoraient près de 40% de la ville. Les radars s'étaient effondrés en carcasses de métal fondu et au moins 300 soldats russes étaient morts, blessés ou portés disparus. Les opérateurs ukrainiens restèrent impassibles devant leurs écrans, guidant la dernière vague vers les postes de commandement et les antennes de communication, empêchant tout regroupement ennemi. Le contre-coup fut total. Ce que la Russie avait construit en plusieurs mois fut anéanti en 15 minutes de feu et de fer. L'Ukraine non seulement survécut à la riposte, mais transforma la nuit en cauchemar pour son adversaire. À 11h10, la ville d'Alchevsk ne ressemblait plus à une forteresse. Ce qui constituait l'un des plus grands dépôts d'armes de l'Est de l'Ukraine n'était plus qu'un amas de ferraille et de cendres. L'incendie embrasait l'horizon sur 25 km, visible jusque dans des villes ukrainiennes éloignées. Les estimations conservatrices faisaient état de pertes russes colossales. En une seule nuit, l'Ukraine avait détruit plus de 3000 tonnes d'artillerie, y compris des obusiers de 152 et 122 mm, plus de 400 roquettes, des dizaines de véhicules de soutien et des systèmes Iskander. Au moins 12 millions de litres de carburant, d'une valeur de près de 300 millions d'euros, avaient été réduits en cendres. Le bilan humain était tout aussi dévastateur. Les interceptions indiquaient qu'environ 600 soldats russes étaient stationnés sur place. À l'aube, seule la moitié avait survécu. Les autres étaient morts, blessés ou dispersés dans le chaos. Les survivants décrivirent l'enfer, des troupes fuyant leur position, englouties par les flammes, d'autres piégés dans des bâtiments en ruine, suffoquant dans un nuage d'oxygène consumé. La commande russe a tiré des renforts depuis les garnisons proches, mais ils n'ont trouvé rien à défendre. Les stockpiles entiers, qui auraient dû contenir une semaine d'artillerie, avaient disparu en moins d'une heure. La chaîne de commandement fut frappée. Les radios tombèrent dans le silence lorsque les tours de communication s'effondrèrent sous les attaques des UAV. Les officiers sur le terrain admiraient en privé qu'il s'agissait de la défaite la plus humiliante depuis le début de la guerre. Pour l'Ukraine, la victoire n'était pas seulement tactique, elle était stratégique. En anéantissant Alchevsk, Kiev avait effectivement évité 3 semaines d'attaque de l'armée russe, forçant Moscou à disperser ses munitions survivantes dans des dépôts plus petits à travers le Donbass. Cela réduisit l'efficacité d'environ 40%, laissant les lignes d'approvisionnement surchargées et vulnérables. Ce que la Russie avait autrefois centralisé comme force était devenu une faiblesse. Psychologiquement, l'impact fut encore plus profond. Des vidéos montrant des troupes russes en fuite sous la tempête, des armes abandonnées dans la boue, circulèrent en ligne dans les heures qui suivirent.
L'image des soldats rampant au sol pour éviter les attaques de drones devint un symbole de désespoir. Pour la première fois, même les médias russes tentèrent d'ignorer le désastre. À midi, le champ de bataille était silencieux, hormis les flammes. La tempête était passée, les lanceurs Vilka étaient repliés, et les opérateurs observaient leurs moniteurs avec satisfaction. Moscou avait tenté une riposte. Au lieu de cela, elle avait perdu un point critique et subi l'une des défaites les plus catastrophiques de la guerre. Les ruines d'Alchevsk en étaient la preuve. La force de la Russie n'était pas invincible et l'Ukraine avait montré au monde que la précision, la patience et l'audace pouvaient mettre un empire à genoux. Au moment où les flammes d'Alchevsk s'éteignirent enfin, l'ampleur de la destruction était indéniable. En moins d'une heure, l'Ukraine avait éliminé ce que la Russie avait mis des mois à stocker. 3000 tonnes d'armement, 400 roquettes et des millions de litres de carburant. Le coût pour Moscou dépassait 5,5 millions de dollars en matériel, sans compter les centaines de soldats perdus ou écrasés dans le chaos. Pour une armée déjà saignée, c'était un choc qui s'enfonçait profondément dans sa capacité et sa morale. Stratégiquement, les conséquences étaient encore plus dévastatrices. L'artillerie russe, qui tirait 60 000 obus par jour, se retrouva soudainement en crise, contrainte de disperser ses stocks dans des dizaines de petits dépôts. L'efficacité chuta de près de 40%, laissant des brèches que l'Ukraine pouvait exploiter avec ses prochaines frappes. Ce que Moscou considérait autrefois comme sa plus grande puissance, son feu massif, s'était désormais transformé en vulnérabilité. Mais peut-être que la blessure la plus durable était psychologique. Des images de troupes russes s'accrochant au train, abandonnant leurs armes et se cachant sous les décombres, circulèrent dans le monde entier en temps réel. Elles racontaient une histoire qu'aucune propagande ne pouvait effacer. Les défenses russes pouvaient être percées, les lignes d'approvisionnement détruites et les soldats laissés dans le désarroi. L'Ukraine n'avait pas seulement survécu à la riposte de la Russie, elle avait pris l'initiative et prouvé une fois encore que l'ingéniosité et l'espoir pouvaient surpasser la force brute. Le ciel nocturne au-dessus de Luhansk et d'Alchevsk restera gravé non pas comme un symbole de puissance russe, mais comme la tempête de feu qui révéla sa vulnérabilité. Si vous trouvez cette analyse significative, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aidera à vous apporter davantage d'histoires inédites de la frontière.